Dans cette maison, ce n'est pas seulement l'air qui est lourd, c'est la présence d'un mal que personne ne devrait jamais avoir à affronter. Il y a une dizaine d'années, mon père et moi étions en train de nous disputer à cause de mes notes au lycée. Je n'étais pas un très bon élève à l'époque. D'un coup, la table au milieu de la cuisine a commencé à avancer dans notre direction, sans que personne la touche. Il n'y avait pas de fenêtre ouverte, pas de porte ouverte, et personne d'autre dans la maison, à part mon chat qui depuis ce jour n'est plus jamais rentré dans la cuisine. La table s'est tout simplement déplacée, comme si quelqu'un s'était approché d'elle et l'avait brusquement poussée avec son bras. Depuis ce jour, d'autres trucs bizarres sont arrivés dans cette maison, et nous avons fini par déménager quelques mois plus tard. Nous en parlons encore aujourd'hui. Je venais d'arriver à Pékin en Chine avec un groupe. Mon vol a été très retardé entre Pékin et ma destination finale, si bien que la compagnie aérienne nous a logés dans un hôtel. Vers 3 heures du matin, toutes les lumières se sont éteintes. C'est normal en Chine. Ils coupent parfois l'électricité dans des pâtés de maisons entiers pour éviter les grandes pannes. Les lumières de secours s'étaient allumées dans le couloir et nous avions ouvert la porte pour avoir un peu de lumière avant d'aller dormir. Nous avons décidé de ne rien dire aux autres membres de notre groupe parce que nous n'avions pas beaucoup de temps pour dormir et que nous ne voulions pas qu'ils paniquent. Mais pour une raison que Dieu seul connaît, nous avons décidé de retourner dans notre chambre et essayer de dormir. Je n'arrivais pas à dormir, alors je commençais à regarder des photos sur mon appareil photo. Au bout d'un moment, je commence à être fatigué, alors j'éteins mon appareil et je m'allonge. Quelques secondes après m'être allongé, mon appareil clignote devant moi. Pas depuis ma commode où je l'avais posé, non, il est à 6 pouces au-dessus de mon visage et flotte dans les airs. L'appareil photo retombe ensuite sur la commode. Je pense que mon coloc est en train de me faire une blague et qu'il essaye de prendre une photo de moi en train de dormir pour le montrer à tout le monde plus tard. Mais non. Quand je le regarde, il est allongé de l'autre côté de la pièce. Et je sais que c'est difficile à croire, mais c'est là que l'histoire commence à devenir bizarre. Alors que je cherche frénétiquement dans la pièce qui venait de me prendre en photo, je commence à remarquer que de la fumée s'échappe du sol. J'essaie de la faire disparaître en clignant des yeux, mais elle est bien là. Je ne sens aucune odeur, donc je ne pense pas que ce soit un incendie. Mais je commence à appeler mes colocs par leur nom alors que je suis toujours assis dans mon lit. C'est alors que j'ai remarqué une braise clignotante dans la fumée. Elle est faible et clignote en rouge et orange comme les braises d'un feu de camp. Soudain, la braise se transforme en une énorme boule de feu. Oui, une putain de boule de feu dans cette putain de chambre d'hôtel. Elle ne dure que 2 secondes au maximum avant de redevenir une braise clignotante et disparaître avec la fumée. Mais je n'oublierai jamais ces 2 secondes. Surtout parce que dans cette boule de feu, j'ai vu un visage. Il ressemblait à un être humain, mais avec une crinière de lion, des dents acérées et des griffes qui se tendaient vers moi. Quelques minutes plus tard, il n'y avait plus rien. Ni fumée, ni feu, ni visage. Heureusement, nous avons pu rentrer le lendemain. Au début de ma vingtaine, j'ai habité à Toronto dans un vieil immeuble de 3 étages, avec 2 chambres à coucher. Quelques jours après avoir emménagé, mon coloc m'a reproché le matin de frapper sur le mur qui séparait nos 2 chambres et de faire les 100 pas dans l'appartement toute la nuit. Nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il avait dû le rêver ou qu'il s'agissait de bruits provenant des autres appartements, car moi, je n'avais rien fait de tel et j'avais dormi comme un bébé. Ce n'était sûrement rien et nous en sommes restés là. Mais avec le temps, c'est devenu un phénomène nocturne régulier. Peu après, j'ai commencé à remarquer, à certains moments dans ma propre chambre, l'odeur suffocante d'un parfum féminin bon marché, mélangé à une odeur de moisi humide. Imaginez les vêtements d'une personne âgée, laissés sur le sol humide et moisi d'une cave, près d'une litière qui n'a pas été changée assez souvent, et vous comprendrez l'idée. Ce qui était encore plus bizarre, c'est que j'étais soudain envahi par un sentiment d'inquiétude, juste quelques instants avant que l'odeur ne commence à se faire sentir. Mon coloc est parti seulement 4 mois après le début de notre bail d'1 an, ce qui signifiait que maintenant je devais payer le loyer de tout l'appartement tout seul, jusqu'à ce que je puisse trouver un autre colocataire. J'avais décidé d'essayer de dormir dans sa chambre après son déménagement, pour voir si les choses allaient s'améliorer. La toute première nuit où j'ai dormi dans son ancienne chambre, j'ai fait un cauchemar incroyablement détaillé et réaliste, dans lequel je me retrouvais dans la salle de bain, faiblement éclairée, et je me coupais le visage avec un grand éclat de verre en regardant le miroir. Peu de temps après,
j'ai commencé à entendre des coups forts la nuit et la chasse d'eau dans la salle de bain. Plusieurs fois, l'eau chaude de la baignoire s'est mise à couler à plein régime au milieu de la nuit. L'une des choses les plus étranges qui se soient produites, peu de temps avant mon déménagement, c'est la fois où j'ai été réveillé par la télé, qui diffusait le film Poltergeist vers 2 heures du matin. À l'époque, cette chaîne passait toujours des films tard la nuit, mais la seule fois où ma télé s'est allumée d'elle-même, c'est au moment où un film comme Poltergeist passait à la télé. Mon frère aîné avait un programme informatique qu'il utilisait pour composer de la musique. Je me souviens que je lisais dans le salon lorsque j'ai entendu la plus belle mélodie de violon que j'ai jamais entendue. Je l'ai écoutée en entier, pendant plusieurs minutes. Je me dirigeais vers le couloir pour féliciter mon frère pour son chef-d'œuvre lorsque j'ai réalisé que mon frère n'était pas sur l'ordinateur et que j'étais seul à la maison. Quand j'étais enfant, je vivais dans une maison hantée par toutes sortes d'êtres paranormaux. L'un de mes premiers souvenirs est en fait une expérience avec l'un de ces êtres. J'avais environ 4 ans et je me tenais dans l'entrée de notre maison face à la porte. Je m'arrête et remarque que 2 personnes se tiennent devant la porte et me regardent. L'une d'elles, un grand homme d'âge moyen, vêtu d'un costume noir du 19e siècle. L'autre est un garçon qui porte ce qui semble être un uniforme de baseball rouge. Le garçon a levé les yeux vers l'homme et lui a demandé « Pourquoi nous regarde-t-il » L'homme lui a répondu « Ce n'est pas grave, de toute façon il ne peut pas nous voir. » Je me souviens encore parfaitement de cette expérience près de 14 ans plus tard. Nous avons également connu de nombreux incidents de poltergeist. Des choses comme des paniers qui s'envolaient littéralement à 3 mètres du mur et qui nous visaient ma famille et moi, ou des photos qui tombaient par terre sans raison. J'ai grandi dans une maison victorienne construite en 1887. J'ai donc vu pas mal de choses. Elle s'explique généralement par des courants d'air ou des bruits du système de chauffage. Par contre, je ne peux toujours pas expliquer ce qui s'est passé quand j'avais 10 ans. Je ramenais un goûter de la cuisine au salon où ma mère et moi regardions la télé. En traversant la salle à manger, j'ai vu quelque chose bouger du coin de l'œil et je me suis figé. Nous avions ces salières et poivrières en bois qu'il fallait tourner pour faire sortir le sel de mer. Quand je me suis retourné, la salière flottait dans les airs, au-dessus de la table, en faisant le sel tomber par terre. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai vécu longtemps dans un appartement hanté. Il y avait 2 pièces, mais l'une d'elles était fermée à clé, et je n'ai jamais eu les clés. Je n'avais donc qu'une petite pièce qui servait de cuisine, de salle à manger et de chambre à coucher. Une nuit, ma copine est venue dormir chez moi. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit en disant qu'elle avait vu la porte de la salle de bain ouverte et une silhouette ombrageuse debout dans la salle de bain, la regardant fixement. La salle de bain se trouvait juste en face de la pièce fermée à clé. Une autre fois, j'ai été réveillé en sursaut par l'alarme incendie qui se déclenchait. Mais lorsque j'ai voulu la débrancher, j'ai vu qu'elle n'était pas branchée de base et aucune autre alarme ne s'est déclenchée dans le bâtiment. J'entendais des coups le soir. On aurait dit que quelqu'un tapait avec une cuillère sur un comptoir. Il pourrait s'agir de ma voisine, mais je ne vois pas pourquoi elle ferait cela toutes les 2 minutes pendant des heures, en plein milieu de la nuit. J'entendais aussi des coups sur les murs. On aurait dit que quelqu'un tapait le long du mur, comme s'il cherchait quelque chose. Aussi, j'entendais parfois des gémissements et des hurlements bizarres que je n'arrivais pas à trouver l'origine. Cela aurait pu être le chien d'une voisine, mais cela ne semblait pas venir de son appartement. L'appartement d'en face a eu 3 locataires en un an, et je pense que c'est parce qu'il était tout aussi hanté que le mien, voire plus. J'ai eu, je pense, une façon unique de réagir. J'ai appelé le fantôme Pete, d'après le courrier d'un ancien locataire que je recevais de temps en temps, et j'ai essayé de lui parler, en le traitant essentiellement comme un coloc avec lequel je n'étais pas ami. Ma copine était bien plus effrayée que moi par la situation, et a cessé de venir au bout de quelques mois, si bien que je n'étais pas souvent là de toute façon. Lorsque j'y étais, j'avais l'impression que le fait de parler à Pete rendait l'atmosphère de l'endroit beaucoup plus conviviale. J'ai également laissé une feuille en papier sur laquelle était écrit « Note de Pete » et je lui ai dit que s'il y avait des problèmes dans l'appartement, il n'avait qu'à les écrire. Je ne sais toujours pas si je crois vraiment aux fantômes, bien que je trouve le surnaturel fascinant. Mais cette expérience m'a rapproché plus du camp « La science ne sait pas vraiment tout sur l'univers ».
J'ai été victime d'une activité poltergeist pendant environ 9 mois. Les choses moins effrayantes, c'était quand des objets disparaissaient et réapparaissaient à des endroits aléatoires, ou des lumières qui s'éteignaient sans raison. Par exemple, je quittais ma chambre pour aller chercher quelque chose dans la cuisine, et lorsque je revenais, les lumières étaient éteintes. Il y avait aussi parfois des bouteilles de shampoing placées bizarrement sur le sol de ma baignoire. C'était vraiment très étrange, et ce sont des choses que je n'aurais certainement pas faites. Au pic de l'activité, tout est devenu plus effrayant. Des objets s'écrasant et tombant au milieu de la nuit, des lumières vacillantes, des gémissements audibles, et des murs qui semblaient vibrer sans aucune raison apparente. Lorsque ces phénomènes se produisaient, je quittais généralement la maison et dormais chez un ami ou dans ma voiture. Je ne voulais tout simplement pas y faire face. J'étais absolument désemparé pendant ces 9 mois. Avec le recul, je ne peux toujours pas exactement décrire ce que c'est un phénomène poltergeist. Je peux vous dire que dans mon cas, j'étais un homme adulte qui travaillait à plein temps, mais je traversais une période de dépression assez grave, et j'étais également confronté à un traumatisme que je devais surmonter. L'activité poltergeist coïncidait assez bien avec cet état émotionnel. J'ai entendu dire qu'il pouvait s'agir de psychokinèse, et que c'était mon propre esprit qui se manifestait dans la réalité. Mais j'avais déjà été déprimé dans le passé, et je n'avais jamais rien vécu de tel. Je pense maintenant qu'il s'agit peut-être d'un mélange entre le fait d'être dans un état vulnérable et le fait que quelqu'un ou quelque chose d'un univers parallèle ou vivant dans l'au-delà vous perturbe. La bonne nouvelle, c'est qu'après avoir surmonté mes traumatismes, renforcé ma foi en Dieu et m'être rapproché de mes proches, j'ai vu toutes ces activités cesser. Il existe donc bel et bien une relation entre tous ces facteurs. Si quelqu'un fait l'expérience d'une activité poltergeist, je suggère à cette personne de renforcer ses croyances internes et sa foi en elle-même, ainsi que son pouvoir sur sa vie. C'est la meilleure des protections. Je ne prêcherai pas pour Dieu, mais la croyance en un Dieu m'a vraiment aidé à renforcer cela. Cela s'est passé quand j'avais 17 ans. Alors que je vivais encore dans la maison de mes parents, je sortais souvent le soir en cachette tard dans la nuit pour rejoindre des amis. Un jour, je suis passé par la porte arrière de la maison et en me tournant vers la porte, j'ai senti que quelqu'un m'observait. J'ai cru que mes parents m'avaient vu, du coup, je me suis retourné pour voir qui m'avait surpris et j'ai vu une silhouette totalement monochrome. Plus tard, alors que j'avais 23 ans et que j'étais diplômé de l'université, j'ai finalement raconté à ma voisine le premier événement. Avant que je puisse terminer ma description du fantôme, elle l'a fait à ma place. Elle a dit qu'elle avait l'air d'avoir 12 ans. Notre voisin, qui était le premier propriétaire, nous a raconté l'histoire de la famille qui a acheté la maison après sa construction. Il s'agissait d'une jeune famille dont la fille est décédée d'une leucémie. Elle avait à peu près l'âge de la fille que j'avais vue. Nous vivions dans une maison à côté d'un chemin de fer. Pendant que nous vivions là, mon frère a commencé à avoir des crises de somnambulisme. Une nuit, alors que mes parents dormaient, ils ont entendu mon petit frère crier depuis ma chambre, alors qu'il dormait toujours en bas. Mon père est monté en courant, mais la porte de ma chambre était fermée, comme si quelque chose la bloquait. Alors il l'a ouverte avec un coup de pied. Lorsqu'il l'a ouverte, une ombre est passée devant lui en courant, et ma chambre était glacée. Mon frère était allongé sur le lit, il dormait profondément. En dormant, il pointait du doigt le placard en criant « Attrape-le, papa, attrape-le !» Mon père a regardé mais n'a rien vu d'autre que l'obscurité. Il a rapidement soulevé mon frère, qui était maintenant debout, mais les yeux fermés, couvert de sueur, et il est sorti en courant. Quand mon frère s'est enfin réveillé ce matin-là, il ne se souvenait de plus rien. Après notre déménagement, il a cessé de faire des crises. Lorsque j'étais à l'école primaire, je partageais un grand lit avec ma sœur aînée. Notre chien dormait toujours au pied du lit avec nous. Lorsque j'avais 6 ans, je me suis réveillé une nuit vers minuit et j'ai vu une silhouette sombre se tenir au pied du lit. La silhouette était entièrement noire, sans yeux ni visage. J'ai essayé de réveiller ma sœur, mais elle s'est retournée pour se rendormir. Ma sœur a dû accidentellement donner un coup de pied au chien, car le chien s'est réveillé, a levé la tête et s'est mis à grogner contre la silhouette au pied du lit. Les grognements ont réveillé ma sœur, qui a vu la silhouette et s'est mise à crier. Lorsque mes parents sont entrés dans la chambre et ont allumé la lumière, il n'y avait rien. Aujourd'hui encore, ma sœur et moi sommes convaincus d'avoir vu un fantôme.
Nous savons que nous ne sommes pas folles parce que le chien aussi il l'a vu. Je me souviens parfaitement de ce jour où ma mère m'a demandé de rendre visite à ma tante pour lui apporter quelques affaires. Elle m'avait prévenu que la maison de ma tante n'était pas un endroit comme les autres, mais je ne m'attendais pas à vivre ce que j'ai vécu. Dès que j'ai franchi le seuil de la porte, j'ai senti une pression oppressante, comme si l'air était plus lourd ici, chargé d'une énergie malsaine. C'était comme si quelque chose me cherchait à m'écraser, à m'empêcher de respirer correctement. Mes cousines, elles, semblaient parfaitement à l'aise. Elles avaient grandi dans cette maison, et pour elles, tout cela était devenu normal. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que quelque chose de terriblement mauvais rôdait ici. Les premières manifestations ont commencé lorsque j'ai monté les escaliers pour rejoindre la chambre où je devais poser les affaires. J'étais à mi-chemin lorsque j'ai senti une force invisible me pousser violemment. J'ai failli tomber, mais j'ai réussi à me rattraper de justesse. Mes cousines, en bas de l'escalier, m'ont simplement regardé en lançant des épaules, comme si cela arrivait tout le temps et que ce n'était qu'un détail insignifiant dans la vie quotidienne. « Oh, ne t'inquiète pas, m'a dit l'aînée Léa. Ça arrive tout le temps. Il faut juste faire attention. » Faire attention. Comme si c'était quelque chose d'anodin de se faire pousser par une force invisible dans sa propre maison. La nuit tombait et l'ambiance devenait encore plus lourde. Les ombres semblaient s'allonger, se faufiler à travers les portes, disparaissant juste au moment où on les percevait du coin de l'œil. J'étais dans la cuisine avec mes cousines, essayant de rester calme, lorsque j'ai vu une de ces ombres traverser rapidement l'entrée. Je n'étais pas seul à l'avoir vue, mais encore une fois, mes cousines n'ont pas réagi. Un courant d'air froid a parcouru la pièce, faisant frissonner tout mon corps. La vapeur de la casserole en ébullition s'est condensée sur les vitres de la porte. C'est alors que je l'ai vue. Une main noire, sans corps, est apparue sur la vitre, traçant lentement un sourire grotesque dans la condensation avant de disparaître. Il n'y avait personne d'autre dans la maison à ce moment-là, et les chiens, qui habituellement aboyaient à la moindre présence étrangère, n'ont pas émis un seul son. Ce n'était pas humain. Je me souviens d'un autre événement qui m'a particulièrement marqué. Un jour, j'ai trouvé un chat abandonné près de chez moi. Ma mère, refusant de le garder, a suggéré de l'emmener chez ma tante. Mes cousines étaient ravies et l'ont accepté sans hésiter. Mais le lendemain matin, le chat a été retrouvé mort, écrasé par la voiture de ma tante alors qu'elle partait au travail. C'était comme si la maison elle-même refusait toute présence vivante autre que celle qui avait déjà été emprisonnée. Les nuits suivantes, la maison ne m'a offert aucun répit. La radio s'allumait toute seule en plein milieu de la nuit, crachant des voix déformées et des sons inhumains. Les robinets s'ouvraient d'eux-mêmes, laissant l'eau couler à flot sans que personne ne puisse les arrêter. La maison était vivante, mais d'une vie perverse et malveillante. J'ai finalement décidé de ne plus y retourner. Ce que j'avais vécu là-bas m'avait marqué profondément, au-delà de ce que je pouvais supporter. Mes cousines, elles, continuaient à vivre dans cette maison comme si rien n'était. Elles ont accepté l'horreur comme faisant partie de leur quotidien. Quant à moi, je garde en moi le souvenir de ce sourire tracé dans la vapeur. Un sourire qui ne m'a jamais vraiment quitté. Parce que dans cette maison, ce n'est pas seulement l'air qui est lourd, c'est la présence d'un mal que personne ne devrait jamais avoir à affronter. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si vous aimez ce type d'histoire. Un gros merci à tous ceux qui aiment et commentent toujours mes vidéos, car c'est grâce à vous que l'algorithme YouTube favorise mes contenus et me motive à continuer à partager ces histoires avec vous. Et comme d'hab, bonne soirée et on se retrouve demain à la même heure devant ce feu.